Bonjour Marcus Malt, vous êtes auteur de nouvelles, Garden of Love a été récompensé par le prix des lectrices de Elle, de romans noirs aussi, de policiers. Vous écrivez aussi pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous vous recevons pour votre roman Le Garçon, qui est paru aux éditions Zulma. C'est une fresque dont l'époque que vous évoquez commence en 1908 et s'étend jusqu'à 1938. Pourquoi le choix de cette période ? Et par quels moyens, c'est une vaste question, et par quelle matière avez-vous recomposé cette période ? Le choix de la période vient, je pense, d'abord d'une envie d'une langue différente, justement, de celle que j'ai utilisée jusqu'à présent. J'ai surtout raconté des histoires qui se déroulaient à notre époque, des histoires contemporaines, et j'avais envie d'un autre langage. Donc, de me transporter 100 ans en arrière, comme ça me permettait, voire ça m'obligeait à utiliser d'autres expressions, d'autres termes, une autre langue tout simplement. J'avais envie de travailler ça. Et par exemple, j'ai fait très attention à faire en sorte que aucun mot, aucun terme, aucune expression ne soit postérieure à la période pendant laquelle se déroule l'histoire. Voilà, donc c'est surtout ça à l'origine qui m'intéressait. C'était aussi pour moi une forme d'exotisme quelque part. D'exotisme non pas dans l'espace mais dans le temps. Peut-être parce que justement, comme j'ai beaucoup parlé de notre monde et que ce monde, à un moment donné, me pesait peut-être un peu trop, donc j'avais envie de prendre l'air d'une certaine manière, et donc de me transposer à une autre époque, tout simplement. Votre héros, le garçon, n'a ni nom de famille, ni prénom, pas de famille, et n'a pas la parole non plus. Pourquoi votre héros est-il si démuni ? C'est quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui m'est apparu assez rapidement quand j'ai commencé le roman et qui me semblait d'une certaine logique. C'est un être qui, au départ, est finalement plus proche du règne animal que du règne humain. Donc le fait qu'il n'ait pas la parole m'intéressait, et ça m'a obligé à faire passer ses sentiments, ses sensations, tout ce qu'il ressent par autre chose que le langage, justement. Et donc c'était aussi toujours une question de recherche, de voies que j'ai pas forcément explorées dans mes autres romans, et donc prendre un personnage qui ne parle pas comme ça, et comment on lui fait comment on fait ressentir ce que lui-même ressent, etc. Comment on le fait s'exprimer d'une certaine manière sans la parole. Et donc je trouvais ça intéressant, et notamment le fait que beaucoup de choses vont passer par ces actes, tout simplement. Et les actes, ça correspondait bien à ce personnage, puisque les actes sont, me semble-t-il, moins mensongers que les paroles. Et comme c'est un personnage assez intègre, d'une certaine manière, assez entier, assez même innocent au départ, même s'il va perdre cette innocence petit à petit, je trouvais que ça correspondait bien au personnage. Alors, son innocence, justement, vous la mettez à l'épreuve de la civilisation et du fracas de la Grande Guerre. Alors, y a-t-il eu un grand travail de documentation sur cette Grande Guerre ? Oui, il y a eu beaucoup de travail, non seulement sur la guerre, mais sur toute l'époque, parce que moi en plus je suis assez nul en histoire, donc je connaissais à peu près rien. Alors la guerre c'est une chose, effectivement, mais je me suis surtout rendu compte que c'était aussi compliqué pour décrire le quotidien.
Parce que voilà, en réalité, moi, je suppose que la plupart des gens ne savent pas vraiment comment ça se passait il y a 100 ans pour des choses très, très simples, quoi. Faire la cuisine, sur quoi on réchauffait exactement, comment on se lavait, et toutes ces petites choses-là, quoi. Donc, comme je voulais pas raconter n'importe quoi, j'ai dû beaucoup faire de recherches. Et en effet, sur la guerre, le problème avec la guerre, c'est que en même temps, on a tellement écrit sur cette guerre, notamment, et surtout ces dernières années, que voilà, il fallait non seulement arriver à en parler, mais en même temps pas vraiment, essayer de pas répéter ce qui a déjà été dit 50 000 fois, de dire les choses autrement, de faire ressentir sur tout ça, moi qui m'intéresse, ça passe plus par le, comment dire, par le cœur, par les tripes même, plus que par l'intellect, si on peut dire. Et donc, voilà, j'ai non seulement lu beaucoup de choses, des romans et des documents, des carnets de soldats, etc., etc. Et avec tout ça, j'ai essayé de trouver une manière de raconter cette guerre aussi. Un autre personnage va faire son entrée dans le roman auprès du garçon, qui est Emma. Est-ce que Emma représenterait peut-être la culture ? Je ne sais pas si elle représente la culture, mais en tout cas, effectivement, Emma, c'est d'une certaine manière avec elle que le garçon va atteindre sans doute un des sommets de ce qu'on pourrait appeler la civilisation. Ça passe par l'amour, ça passe par l'art, par la culture, oui, en effet. Mais voilà, ce qui intéresse Emma, elle le dit elle-même, c'est essentiellement l'amour et l'art. La vie pour elle vaut d'être vécue, surtout pour l'amour et pour l'art. Et donc avec ce personnage, le garçon va, atteindre un des sommets de son existence. Et justement, ce sommet va être mis tout de suite en confrontation avec un autre sommet, peut-être de la civilisation, qui est la guerre, justement. Puisque au moment où ils sont en plein, tout en haut de leur amour, de tout ça, la guerre va être déclarée et il va repartir là-dedans, enfin le garçon va partir là-dedans. Et donc ça m'intéressait justement de faire s'affronter ces deux forces contradictoires, les forces de création, etc. et puis les forces de destruction. Mais par exemple, il y a un personnage, je me souviens dans le roman, qui défend cette thèse-là, qui est que la guerre, on peut aussi considérer d'une certaine manière que c'est un paroxysme de la civilisation humaine, puisque seule notre espèce pratique la guerre, seul l'homme est capable de mettre autant d'intelligence, de moyens, de temps, d'énergie à tuer son prochain, quoi. Donc voilà, lequel des deux l'emportera si jamais il doit y avoir un vainqueur. Votre livre est aussi un hommage à la littérature, à Hugo en particulier. Est-ce que moi j'y ai vu des emprunts à L'Homme qui rit, par exemple. Il n'y a pas d'empreinte directe à L'Homme qui rit, mais il y a effectivement pas mal de références à la littérature et à certains auteurs comme ça. Oui, il y a des références à Hugo, il y a des références à Verlaine, il y a des références à Sandra Ars, il y a voilà. Et notamment justement par le personnage d'Emma qui apporte ça aussi au garçon, qui apporte la littérature, qui apporte la poésie, qui apporte la musique aussi, entre autres. Voilà, mais c'est vrai que oui, c'est émaillé de petits clins d'œil comme ça, plus ou moins visibles, plus ou moins apparents. Je pense qu'il y a des choses un peu cachées aussi que peu de lecteurs
découvriront, mais c'est pas grave. Pour terminer cet entretien, Marcus Malt, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Il y a un autre auteur aussi, par exemple, il n'y a pas de référence directe dans le roman, mais qui pour moi a été un auteur très marquant, c'est Giono. Jean Giono. Alors c'est pas très récent, mais ça fait partie des auteurs justement que je pense moi j'ai découvert relativement jeune et que je relis régulièrement et je trouve toujours ça fabuleux. Merci beaucoup Marcus Malt. C'est moi qui vous remercie.